Comme vous allez l'entendre, ma présentation a un certain nombre de points communs avec celle de Didier Fassin, mais avec un point de vue différent, plus épidémiologique. La littérature internationale sur la santé des migrants est riche et diverse, et en faire la synthèse est un exercice difficile. Donc, dans cet exposé, je vais surtout rassembler un certain nombre d'idées, de visions, d'hypothèses, de concepts, en vue de rendre compte des différents cadres de réflexion et dégager de cette façon un fil directeur utile pour l'analyse et l'interprétation des études sur le sujet. En sciences, en fait, ces études, comme je l'ai dit, sont nombreuses et anciennes dans les grands pays d'immigration à travers le monde, avec un capital solide de réflexion, mais aussi différentes problématiques et approches de recherche suivant leur assise disciplinaire. Par exemple, en épidémiologie du cancer, les études de migrants représentent une approche, une méthode d'investigation privilégiée pour générer des hypothèses sur le poids des facteurs d'environnement dans l'étiologie des maladies. En santé publique, l'objectif est essentiellement de décrire des profils de santé et la situation socio-sanitaire de ces populations pour mieux répondre à leurs besoins. En démographie ou en épidémiologie sociale, on s'intéresse beaucoup aux déterminants sociaux de la santé, sous-jacents aux inégalités et aux facteurs de sélection inhérents à la migration internationale. Je vais me pencher essentiellement sur ce dernier pan de recherche qui développe une vision large de la mortalité générale et de la longévité des immigrés rapportée à celle de leur population d'accueil. Que disent ces études? Comment résumer de façon synthétique l'ensemble des résultats? Très récemment, la revue Lancet, Didier Fassin en a un petit peu parlé, s'est attelée à cette tâche très, très complexe en constituant un panel d'experts qui, entre autres travaux, a conduit une méta-analyse des études de mortalité différentielle des migrants à travers le monde. Cette étude de grande envergure a réuni les données de 92 pays, 96 études, sur une période relativement récente, publiée entre 2001 et 2017. Il est apparu que globalement, les migrants avaient une mortalité plus basse, à des niveaux estimés à 70% de celle de leur population d'accueil, mais avec des nuances et des réserves. Le groupe du Lancet précisant que l'avantage de mortalité concerne essentiellement les migrants de travail, pour regroupement familial ou études, mais ne peut absolument pas être généralisé aux populations les plus précarisées, comme les réfugiés, les demandeurs d'asile ou les migrants en situation irrégulière. Et il précise également que la sous-mortalité pour l'ensemble des causes cache des disparités importantes en défaveur des migrants, avec une mortalité plus forte pour les maladies infectieuses, essentiellement l'infection à VIH, la tuberculose et l'hépatite virale, et pour les causes dites externes, qui regroupent les accidents, les suicides et les homicides, et particulièrement pour les homicides. Alors, ce constat d'une mortalité différentielle en faveur des migrants est inattendu, puisqu'il contredit les attentes en matière de déterminants sociaux de la santé. Mais il confirme toutefois un phénomène connu de longue date dans les cercles académiques, moins en dehors, et qui a donné naissance à deux concepts bien ancrés en épidémiologie sociale, celui et en démographie, Migrant Mortality Advantage ou paradoxe, pour les démographes, et Healthy Migrant Effect pour les épidémiologistes. À partir de là, les auteurs concluent que leur synthèse remet en question la représentation dans les médias des migrants comme un fardeau pour les systèmes de santé et met en avant le caractère positif et les atouts de la migration pour les pays d'accueil, tout en rappelant la nécessité d'améliorer l'accès aux soins et le traitement des maladies infectieuses et de développer les études sur les groupes de migrants les plus précaires qui sont, eux, dans une situation défavorable
sur le plan de la santé, avec très probablement un risque accru de décès. En réalité, c'est la première fois que cette vision est présentée dans une publication scientifique de premier plan, avec l'intention d'influencer le débat public. Et force est de constater que nous sommes face là à un changement de paradigme. Pour mieux apprécier ce tournant, je vais m'appuyer sur 2 textes apportant un recul historique. Didier Fassin l'a fait de façon très étoffée. Je vais faire un raccourci. Je vais m'appuyer essentiellement sur un rapport de l'OMS publié en 2018 sur la santé des réfugiés et des migrants et un article par Morton Beiser, un psychiatre épidémiologiste canadien dont les travaux ont eu un grand retentissement sur le sujet. Et à partir de là, je vais évoquer un certain nombre de paradigmes et de concepts marquants dans le champ de la santé des migrants. Alors, on peut dire très schématiquement que jusqu'aux années 60-70, en fait, l'angle de vue dominant était celui de migrants porteurs de maladies dont il fallait protéger les populations d'accueil. Et c'est ce que Morton Beiser dénomme le paradigme du migrant malade, à rapprocher de la notion de pathologie d'importation. Plus récemment, avec le développement d'études en population mettant en évidence des différences en faveur des migrants, l'angle de vue a progressivement fait place au paradigme du migrant en bonne santé, Healthy Migrant Paradigm. Et le rapport de l'OMS explique qu'on serait passé d'une vision et d'un discours en grande partie centré sur la sécurité sanitaire et la prévention des maladies transmissibles à une vision plutôt tournée vers les questions d'équité de soins, du droit à la santé, des déterminants sociaux de la santé, de couverture maladie universelle. Alors, en réalité, la raison de ce changement est la prise de conscience du phénomène d'érosion progressive de cet avantage relatif des immigrés en matière de santé, sous l'effet d'un cumul de désavantages dans le domaine du travail, avec les contrats temporaires, les risques et accidents professionnels, le chômage, le déclassement professionnel pour certains, l'amputation du revenu par les remises envoyées à la famille parfois dans le pays d'origine, dans le domaine du logement, avec les difficultés d'accès au marché locatif, et au-delà des effets liés aux conditions matérielles de vie, les facteurs psychosociaux, le rôle de l'isolement, ainsi que les obstacles d'accès aux soins, auxquels s'ajoutent aussi des changements dans les comportements et les habitudes de vie liées à la santé, j'y reviendrai. On trouve dans la littérature cette notion de effet migrant en bonne santé transitoire, effet du exhausted migrant effect, effet du migrant épuisé, résumant la situation de personnes sélectionnées pour leur bonne santé et leur aptitude au travail et qu'on retrouve très affaiblies à l'âge de la retraite par des années de dur labeur. Sur cette évolution négative de l'état de santé, Morton Beiser a poursuivi la réflexion et l'analyse de la littérature et proposé 2 schémas alternatifs pour formaliser les influences amenant à la détérioration de l'état de santé des migrants. Le premier, c'est le modèle de convergence, selon lequel les immigrés, par exposition passive à l'environnement physique du pays d'accueil, par adoption active des habitudes de vie de la population à travers le jeu des déterminants sociaux, auraient un état de santé qui convergerait vers celui de la population d'accueil. Mais constatant que dans certaines études, l'état de santé des immigrés, au bout d'un certain temps, était parfois encore plus altéré que celui de la population d'accueil, il a élaboré un autre schéma qu'il dénomme Resettlement Stress Paradigm. C'est en quelque sorte le paradigme de la relocalisation, réinstallation. C'est un peu un modèle de croisement. On observerait 2 composantes. D'une part, les migrants sont plus fréquemment exposés à des conditions adverses, donc surexposition, et l'impact même de ces conditions est plus fort parmi eux du fait de facteurs de vulnérabilité liés au déracinement, ce qui expliquerait le croisement des courbes en fait.
Avant d'aller plus loin sur le terrain des hypothèses, essayons d'appliquer cette grille d'analyse à quelques groupes de maladies pour apprécier sa pertinence. Et là, je prends quelques exemples. Alors, le saturnisme, Didier Fassin a très bien expliqué comment on est passé, comment l'interprétation initialement culturaliste a cédé la place au constat du rôle majeur des déterminants sociaux. Pour d'autres maladies, le tableau est plus complexe. Je prends le cas par exemple du diabète, qui touche particulièrement certaines populations migrantes. Il y a certainement un poids très fort des facteurs socio-économiques et des obstacles à l'accès aux soins, mais certains auteurs évoquent des facteurs de prédisposition, les seconds renforçant l'effet des premiers. Un autre exemple est l'infection à VIH. Franzler va en parler tout à l'heure. Je voudrais juste dire que l'étude parcours, coordonnée par Annabelle de Gré-du-Loup, a établi l'existence d'une proportion non négligeable d'infections contractées en France, et donc le rôle à la fois du contexte épidémiologique du pays d'origine et aussi du contexte social dans le pays d'accueil. Je parlerai un peu des cancers. Les cancers, dans un certain nombre d'études, les migrants en provenance de pays du Sud semblent bénéficier de facteurs protecteurs pour les cancers les plus fréquents dans les couches sociales défavorisées, mais à l'opposé, un risque accru pour un certain nombre de cancers connus pour leur lien avec l'exposition à des facteurs infectieux dans l'enfance. Donc là encore, il y a une situation assez complexe. Les maladies cardiovasculaires aussi, il semble qu'il y ait des facteurs de protection pour certains groupes de migrants. Et enfin, les troubles mentaux, là Andrea Tortelli va en parler. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est qu'apparemment, il y a quand même des facteurs de vulnérabilité qui pourraient être liés à la période avant la migration, le poids des déterminants sociaux post-migration qui pourraient peut-être potentialiser l'effet des expositions survenues avant. Donc un cumul d'expositions qui pourrait agir en synergie. Ce qu'on peut dire à partir de ces exemples, c'est qu'on voit bien à travers ces exemples donc le rôle des déterminants sociaux, mais aussi le rôle d'exposition spécifique aux migrants avant la migration, pendant ou après, ou de prédisposition, ou encore même de facteurs de protection qui ne sont pas explicites dans les modèles de convergence et de croisement des courbes. Sur la base de ce type d'exemple, Morton Beiser propose un modèle encore plus englobant qui serait de l'ordre du paradigme de l'interaction, qu'il considère plus riche et mieux à même de rendre compte de la complexité des mécanismes en jeu. Alors jusqu'à présent, là, j'ai présenté un certain nombre de visions, de paradigmes, de théories pour décrire des façons de voir ou de formaliser la santé des migrants. Et je me suis intéressée essentiellement à ce qui se passe dans le pays d'accueil après l'arrivée. Ce sont des modèles théoriques, évidemment. Il y a tout un travail après d'opérationnalisation, éventuellement, à faire pour en tirer parti au niveau de l'analyse. Je vais maintenant dire quelques mots des hypothèses explicatives de l'effet immigré en bonne santé. Finalement, pourquoi les immigrés seraient-ils en meilleure santé que l'ensemble de la population au moment de leur arrivée? Et là, il y a un corpus très structuré de 4 hypothèses explicatives qui s'intéressent en fait à ce qui se passe en amont de la migration et en quelque sorte aussi un peu à ce qui se passe en aval pour ceux qui retournent dans leur pays d'origine. Alors ces hypothèses, il y en a 4 en fait. Donc la sélection à l'entrée, Didier Fassin en a parlé en fait. Quels sont les mécanismes, les processus en jeu? Il y a une espèce de phénomène, processus d'auto-sélection. On sait que les personnes qui migrent sont souvent les personnes les plus robustes, les plus vigoureuses de leur pays d'origine. Il y a aussi le filtre des procédures d'immigration qui imposent des examens de santé, mais ce filtre est variable, évidemment, selon les pays. Ceci étant, l'autosélection est déjà en soi-même un facteur puissant de sélection par la santé. Alors, un autre registre d'explication concerne le rôle des facteurs culturels.
et notamment des traditions alimentaires. Sélection à la sortie, c'est en fait l'hypothèse selon laquelle ce sont les immigrés les plus en mauvaise santé qui retourneraient préférentiellement dans leur pays d'origine. Et ensuite, il y a aussi toute la question des biais de mesure de la mortalité qui a reçu assez peu d'attention dans la littérature. Je vais dire quelques mots de la perspective transnationale, parce que c'est une orientation de recherche que je trouve intéressante et qui se développe dans la littérature. Une étude notamment de Julie Pantier a montré l'importance des ressources socio-familiales dans le pays d'origine pour la consommation, comme facteur de protecteur pour la santé mentale. Toute la question de la consommation transnationale de soins est très intéressante, notamment en lien avec la question des obstacles d'accès aux soins dans le pays d'accueil. Je vais passer là, il y a une notion un concept de transnational disorders, mais je dirais quelques mots là sur le retour au pays d'origine pour la retraite. Une étude menée à l'INED a montré que les immigrés étaient très nombreux à retourner dans leur pays d'origine au moment de la retraite ou même un peu avant. La situation en France et en Europe, très rapidement, il y a eu des revues de la littérature, notamment sur la France. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a très peu d'études de mortalité et toutes convergent pour montrer une mortalité plus faible des immigrés, en accord avec la littérature internationale. Pour ce qui est des études de santé, il y a eu un développement des études sur la santé à partir essentiellement du milieu des années 2000, avec exploitation de grandes enquêtes en population. Et la majorité montre un état de santé moins bon des immigrés. Ceci étant, ces études, les résultats sont des résultats synthétiques, valables pour l'ensemble des migrants. Je voudrais signaler 2 études qui prennent en compte en fait les différences en fonction de l'ancienneté de l'arrivée. Et en fait, une première étude en cours confirme. Alors, où est-ce qu'on est ? Oui, une étude sur l'état de santé des immigrés en fonction de leur ancienneté dans différents pays d'Europe montre que si l'état de santé est très bon à l'arrivée, il se dégrade effectivement et au bout d'un certain nombre d'années d'ancienneté, on observe un état de santé moins bon que celui de la population d'accueil. Une étude que nous avons conduite à l'INED sur la mortalité met en évidence le même phénomène de convergence, en fait, de la mortalité différentielle, de la mortalité des migrants. Alors là, j'avais quelques éléments sur ce cadre théorique. Peut-on considérer qu'il s'agit en fait, ce cadre théorique que j'ai présenté est-il universel? Doit-il évoluer? En fait, je pense qu'il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments concernant le contexte du pays de départ, le contexte du pays d'arrivée, notamment la conjoncture économique. Les études de mortalité différentielle couvrent des générations qui sont arrivées en fait pendant les 30 glorieuses, à une période de boom économique. Avec la situation de chômage de masse qu'on connaît dans un certain nombre, en France notamment, on peut se poser la question de l'évolution de l'état de santé des immigrés et de l'impact que ça peut avoir. Notamment, une étude menée en Espagne a montré qu'en fait, en lien avec la crise économique, on n'observait plus d'effets migrants en bonne santé. On peut aussi penser à la recomposition des flux, avec de moins en moins de migrants de travail, plus de regroupement familial, études. On peut aussi penser au contexte dans le pays de départ qui évolue, parce que les hypothèses explicatives de la bonne santé des migrants reposent sur l'idée que les migrants viendraient de pays moins avancés dans la transition sanitaire, avec des habitudes de vie plus favorables à la santé. Les pays de départ évoluent aussi dans ce processus et en fait, on peut remettre en question un peu cette idée. Il y a en fait toute une réflexion à construire autour des évolutions possibles. Et voilà, je vais conclure puisqu'il me reste très peu de temps.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que la santé, c'est un facteur important pour l'intégration des immigrés. Et dans cet exposé, j'ai essayé de faire le tour et de montrer que c'était un champ en plein développement, avec des hypothèses à explorer, des incertitudes, une réalité changeante. Je voudrais simplement mettre en avant un certain nombre de points. Le caractère paradoxal de la santé des migrants, entre robustesse et vulnérabilité. Une notion importante qui ressort, c'est celle du caractère sélectif de l'immigration par rapport à la santé, avec un capital santé fait de facteurs protecteurs, mais aussi de facteurs de risque, et par conséquent des profils de santé particuliers qu'il est intéressant d'analyser et de comprendre pour améliorer la prévention et l'accès aux soins. Ce qui ressort aussi, c'est l'importance d'une vision biographique, l'importance aussi d'une vision transnationale, parce que finalement, le pays d'origine et son contexte sanitaire et socio-familial se conjuguent aussi au présent dans le faisceau des déterminants. Et pour finir, le phénomène le plus impressionnant, c'est la dégradation de la santé, en lien avec les conditions de vie et de travail, le jeu des inégalités sociales, qui prennent une acuité particulière pour les populations immigrées du fait du déracinement, des discriminations dont ils font l'objet dans différents domaines. Merci.